Bonjour et merci pour votre participation à notre séminaire sur le coronavirus et son impact sur les relations commerciales, contractuelles plus particulièrement. Avec moi aujourd'hui, j'ai Estelle Renard de notre département droit social. Bonjour Estelle. Bonjour. Et donc, nous allons aborder toutes les deux les sujets de l'impact sur les relations contractuelles. En particulier, donc, comme je suis membre de l'équipe Commercial Litigation, ou plutôt devrais-je dire de l'équipe Dispute Resolution, puisque dans les temps actuels, il vaut mieux résoudre les conflits que d'aller devant les tribunaux qui ont fermé leurs portes. Donc voilà, moi je vais d'abord aborder et vous tracer un peu les principes généraux en la matière, et Estelle se concentrera sur les aspects droit social. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Sur l'impact du coronavirus sur les relations contractuelles. Manifestement, nous sommes face à une imprévisibilité et des événements qu'on n'avait pas envisagé, bien que là récemment, et ça circule sur le net, si on avait écouté Bill Gates, on n'en serait pas là. Sur le TED Talks, il avait prévenu que les prochaines outbreak, ça allait être une épidémie, et voilà, nous y sommes, mais faisons face à cette situation. C'est comme dans les mariages, il y a des hauts et des bas, et donc nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation face à des problèmes d'approvisionnement, des pénuries en matériaux, des difficultés à l'exportation, à l'importation. Comment allons-nous gérer nos relations contractuelles, puisque manifestement, il va y avoir des suspensions, des renégociations et inévitablement certains retards. Alors, la question, il y a beaucoup de questions qui se posent pour les entreprises et je crois que c'est d'abord important de resituer le débat et de voir, mais finalement, qu'est-ce que prévoit notre fameux code civil en la matière. La matière est régie effectivement donc par les dispositions du code civil relatives aux obligations, aux droits des obligations, et principalement l'article 1147 et 1148 qui sont applicables en la matière. Et que nous disent ces articles? Finalement, c'est le débiteur qui est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait dit aucune mauvaise foi de sa part. Donc, manifestement, qu'est-ce qu'il faut en la matière? C'est de voir, est-ce qu'il y a une cause étrangère qui ne peut être imputée au concontractant qui pourrait l'exonérer de ses obligations. Alors, évidemment, on parle principalement de la force majeure, qui est reconnue à l'article 1148 dans le Code civil comme justement une des causes d'exonération de responsabilité et d'obligations contractuelles. Mais évidemment, il faut faire attention parce que la jurisprudence, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, était assez sévère en la matière, et il y a des conditions à remplir, et on ne peut pas juste parce qu'il y a du coronavirus dans l'air dire que c'est inévitablement tout est sous force majeure juste parce qu'il y a le coronavirus qui nous a atteints. Alors, on va voir quelles sont les conditions pour cette cause étrangère libératoire. Il faut évidemment qu'elle soit imprévisible. Donc, imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Donc, on va se mettre au moment de la conclusion du contrat pour voir si elle est imprévisible ou pas. Et fatalement, si je prends l'avion pour aller voir mon fils à Stockholm le week-end prochain,
et que j'ai pas d'avion de retour, ben, je pourrais ne m'en prendre qu'à moi-même et pas invoquer le coronavirus. Donc, fatalement, maintenant, le coronavirus, il est connu partout et donc il est un peu facile il est un peu illusoire de pouvoir l'invoquer dans la conclusion maintenant des contrats qui vont être passés comme cause de force majeure. Il faut que ce soit inévitable et que donc que ça rende impossible l'exécution de l'obligation en cause. Donc manifestement, on va voir, et là il y a une interprétation quand même, c'est la possibilité relative, c'est pas une possibilité objective. Donc on va quand même regarder est-ce que l'homme honnête, prudent, diligent, qu'est-ce qu'il aura fait dans cette situation? Est-ce qu'on est bien effectivement face à une impossibilité d'agir dans le chef de la partie concontractante. Donc, quand on n'est pas capable d'exécuter son obligation, ben, quelles sont les conséquences? Donc, les conséquences, on va voir si c'est une obligation qui est impossible définitivement. Le cas typique que l'on donne, ben, c'est la livraison de produits frais et si on ne respecte pas et qu'ils arrivent en retard, ils sont périmés et on ne peut pas les vendre et donc là manifestement ça devient impossible de les vendre et donc on est face à une situation impossible, irrémédiable et donc là le contrat est vraiment annulé et il est mis à terme à celui-ci. Par contre, dans les situations, et on a eu pas mal de questions en matière de chantier, je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne suis pas une spécialiste en matière de construction et nos équipes real estate sont là pour répondre, mais c'est sûr que là, je veux dire, la période est un peu spéciale et donc il peut y avoir des suspensions et d'ailleurs Estelle va y revenir, mais c'est plutôt des suspensions que des arrêts définitifs. Mais de nouveau, on va regarder chaque situation particulière et il n'y a pas de généralité en la matière parce qu'il faut tenir compte du fait que la jurisprudence donc, requiert la preuve de cette force majeure et ce n'est pas parce que on en a partout qu'il faut vraiment constituer son dossier et être capable de montrer effectivement donc, que les conditions de la possibilité, la prévisibilité, etc. sont remplies au moment où on l'invoque. Et dans ces conditions-là, il faut vraiment voir, et notamment en ce qui concerne il y en a certains qui vont, j'imagine, invoquer la force majeure, mais si on était déjà en cas d'inexécution avant la situation actuelle, et puis qu'on l'invoque, ça ne fait qu'aggraver, mais on ne peut pas invoquer la force majeure actuelle pour essayer de pallier à des manquements antérieurs. Donc là, il faut faire très attention à ce niveau-là et à constituer son dossier de part et d'autre, que vous soyez celui qui est le créancier ou le débiteur de l'obligation litigieuse qui pose problème. Alors, manifestement aussi, il faut faire attention et il ne faut pas invoquer la force majeure de manière comme ça, rapide, paniqué dans un mouvement de panique. Il faut vraiment faire attention parce que ça entraîne des conséquences importantes puisque ça peut aller jusqu'à l'annulation du contrat et avec toutes les conséquences de l'annulation du contrat. Et donc, on a peut-être intérêt à effectivement préserver la relation et en tout cas, c'est un de mes conseils pratiques, c'est de se concerter avec sa partie co-contractante une fois qu'on a bien examiner la situation. Parce que la situation va différer selon la situation dans laquelle on se retrouve. La première chose à faire, c'est de voir est-ce qu'on a un contrat en bonne et due forme et est-ce que ce contrat prévoit
effectivement une clause ou pas relative à la force majeure. Ça, c'est la première chose à faire parce que les dispositions dont je viens de parler du Code civil ne sont que supplétives. Donc, c'est seulement s'il n'y a rien de prévu dans le contrat. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de regarder le contrat, de voir qu'est-ce qui prévoit ce contrat. Et ce n'est seulement que dans l'hypothèse où il n'y a pas de dispositions contractuelles qu'on va regarder sur base de la jurisprudence, effectivement, est-ce que je suis dans les conditions ou pas pour invoquer la force majeure. Alors, dans les contrats, il faut bien faire attention, et c'est pour ça que vous avez intérêt à tout de suite regarder ce qu'il y a dans vos contrats, c'est que généralement, souvent, c'est modalisé. Donc, en fait, on doit invoquer, ou le contrat prévoit le délai pendant lequel la force majeure peut être invoquée. Il prévoit aussi des modalités en général sur l'invocation de la force majeure. Par exemple, il faut l'envoi d'une lettre commandée ou en tout cas avec un courrier spécial. Donc, il requiert les modalités et les délais fixes. Donc, il faut faire très attention dans la manière dont vous allez gérer la situation. Alors, ici, sur cette slide, on a pris des exemples de clauses de force majeure. Il y a deux types de clauses. Soit on étend la force majeure dans ce sens qu'on inclut directement dans la clause les éléments qui sont susceptibles d'être considérés comme des forces majeures pour éviter toute discussion de savoir est-ce que c'est un cas ou pas de force majeure, ou bien alors il y a des situations où on exclut les cas qui sont un peu borderline et qui sont effectivement difficiles à apprécier. Et là, j'ai mis en couleur, parce qu'on a reçu une question à ce niveau-là, et donc j'anticipe directement sur cette question. C'est la question qui se pose, mais oui, mais voilà, maintenant qu'on a pris, et Estelle y reviendra, ce fameux arrêté ministériel du 23 mars qui prévoit le confinement et les fermetures d'entreprises. Et ça, c'est le fait du prince. Le fait du prince, donc l'autorité décide un confinement. Dans certaines conditions, donc c'est effectivement le confinement peut être la décision des autorités peut effectivement constituer une cause d'exonération, mais ce n'est pas automatique. Et la meilleure preuve, c'est que cet arrêté prévoit effectivement des conditions et prévoit un confinement, mais il n'arrête pas les entreprises, les activités des entreprises. Au contraire, on essaye de maintenir un certain seuil, mais pour certaines entreprises, effectivement, elles doivent fermer dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions et ne sont pas en mesure de prévoir une distanciation sociale. Mais il faut voir aussi dans quelle mesure on ne doit pas se retirer et dire mais oui, moi je n'applique pas. Il faut être positif, essayer de voir effectivement est-ce qu'on peut quand même maintenir nos activités dans une certaine mesure et pas automatiquement fermer. Donc ça va être analysé au cas par cas. Autre situation aussi généralement, c'est que dans les contrats, il est prévu, parfois on se dit oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, voilà, c'est juste très compliqué pour l'instant, et donc est-ce qu'on ne peut pas revoir la situation contractuelle? Est-ce que une situation tellement imprévisible qui entraîne des perturbations aussi profondes, elle change fondamentalement l'équilibre contractuel, et est-ce que en équité, ne pouvons-nous pas, d'une certaine manière, envisager un aménagement de celui-ci? Il faut savoir qu'en Belgique, contrairement à certains autres pays, la clause de hardship n'est pas implicitement prévue. Donc, c'est la loi, la convention fait la loi des parties. Évidemment, on appliquera
le principe de bonne foi et également les dispositions en matière d'abus de droit pourront être utilisées, mais le principe général de la clause de la validité de hardship qui est implicitement, si ce n'est pas prévu dans un contrat, n'est pas de force en Belgique. Donc, si vous voulez vous ménager une telle situation, il faut le prévoir contractuellement parce que ce n'est pas supplétif à l'heure actuelle, en tout cas dans notre droit. Alors, on peut examiner un cas, une situation spécifique, et ça qu'on rencontre évidemment dans beaucoup de cas à l'heure actuelle, c'est les questions en matière de transport et une obligation de livraison. Est-ce qu'on est dans la situation ou pas? Et que est-ce qu'on peut invoquer la force majeure? Et là, de nouveau, c'est vraiment mon leitmotiv. La première chose à faire, que ce soit dans tous les droits, enfin, je veux dire que ce soit en droit immobilier, en droit public ou en droit commercial général, il faut vraiment regarder, la première chose à faire, c'est regarder est-ce que j'ai un accord? Est-ce qu'il y a des conventions écrites? Est-ce qu'il y a une disposition qui concerne la force majeure? Et en fonction, en fait, s'il n'y a rien, alors effectivement, on va pouvoir regarder est-ce que effectivement, nous sommes dans une situation de force majeure, d'impossibilité de livrer, et est-ce que c'est effectivement pas imputable à moi. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui disent « Ah mais oui, mais moi, le coronavirus, et voilà, je suis dans la capacité de payer. » La capacité de payer, c'est une obligation de somme. Rien ne vous empêche de faire un virement. Et donc, fatalement, si on vous livre une marchandise, en principe, ben, vous devez la payer, la réceptionner, et donc vous ne pouvez pas vous refuser, vous retrancher derrière la situation du coronavirus pour échapper à vos obligations. Par contre, une alternative, mais peut-être un peu tirée par les cheveux, ce serait de dire, mais en fait, je ne vais pas accepter cette livraison, et donc finalement, ben, comme je n'ai pas accepté de cette livraison, ben, je ne dois pas la payer, et donc là, je suis exonérée, mais alors il va falloir justifier pourquoi vous avez refusé d'accepter cette livraison. Et ça pose évidemment le problème. Et dans l'autre sens, les personnes qui disent mais voilà, le transport, avec tous les lockdowns ici en Europe, ça devient très compliqué, voire impossible de se faire livrer. Et beaucoup d'ailleurs de plateformes de commerce en ligne, même alors qu'on espérait que ça allait continuer, dans la mesure où il y a des perturbations au niveau des livraisons et du confinement obligatoire, ça devient très très compliqué. Et donc là aussi, il faut d'abord voir est-ce qu'il n'y a pas des sources alternatives, par exemple le transport en route, mais il y a le transport par train, les transports en général continuent, mais c'est vrai que si on est dans une situation où on attend un camion qui vient d'Italie, là effectivement on va se retrouver dans une situation peut-être, enfin si je puis dire, un peu plus confortable, dans le sens qu'on est plus en droit d'invoquer une force majeure. Donc l'examen va être vraiment examiné par cas, et donc chaque fois on va d'abord regarder le contrat, de voir d'une partie, en fonction des parties, ben, les positions peuvent changer, et notamment, comme vous le voyez sur cette slide-ci, la question qui s'est posée aussi, c'est de voir finalement, ben, ok, moi je suis en Belgique, mais mon fournisseur qui se trouve en Italie, ben, il a des problèmes et il ne peut pas me livrer, et donc par répercussion,
ben moi, je suis acculée dans cette situation où finalement, je ne peux pas exécuter mes propres obligations. Et donc là, évidemment, dans la mesure où ce n'est pas fait lié à mon propre chef et que ce n'est pas un manquement contractuel qui m'est imputable, je pourrais effectivement invoquer la force majeure correctement. Alors ça, c'était pour les situations B2B, mais qu'en est-il au niveau des consommateurs? Et il faut savoir qu'en matière de protection de consommateurs, évidemment, il y a toujours des règles spécifiques qui s'appliquent, et notamment l'article 83 du livre 6 de notre Code de droit économique qui prévoit notamment qu'en cas de force majeure, on ne peut pas autoriser le consommateur à rompre le contrat que seulement moyennant un dommage, un paiement d'un dommage, des dommages et intérêts. Et là, manifestement, donc en fait, si on est dans un cas de force majeure, le consommateur a le droit à un remboursement plein et entier. Ceci dit, il faut tenir compte qu'il y a une petite nuance qui a été apportée, notamment dans l'arrêt de la Cour d'appel mentionné sur la slide, puisque il faut voir de nouveau quelles sont les circonstances de fait de la situation et on peut envisager dans certaines hypothèses que le remboursement ne soit pas un remboursement en nature, enfin je veux dire en cash, mais ça pourrait être très bien vouché sur un autre produit ou une alternative, et parce que par exemple dans le cadre de la situation qui était soumise à la Cour d'appel de Liège, en fait ce qui s'est passé c'est que c'était vraiment des tickets d'avion à très très bon marché, et donc finalement en ayant commander ou acheter ces tickets, la personne savait qu'elle faisait vraiment une super bonne affaire et que donc les conditions d'annulation pouvaient vraisemblablement être modulées. Ceci dit, la Belgique vient de se faire, donc c'est une initiative aussi en Belgique en matière de voyage, on a essayé un peu de protéger ce secteur pour voir des modalisations de la notion de remboursement, et on vient de se faire taper sur les doigts par notre commissaire européen puisqu'il nous a rappelé à l'ordre et rappelé la directive européenne en la matière qui prévoit effectivement un remboursement en bonne et due forme. Donc c'est une affaire à suivre si vous êtes dans le secteur des voyages et de l'hôtellerie. Donc pour conclure cette partie, il faut regarder votre contrat, voir effectivement s'il y a une clause ou pas, quel est le libellé de cette clause, et en fonction, donc, après votre analyse de la situation, inévitablement, on vous conseille de contacter votre partie co-contractante pour voir et examiner les alternatives, puisque manifestement, je veux dire, les tribunaux ne prennent que les affaires excessivement urgentes, et donc vous avez peut-être intérêt, plutôt que d'avoir une rupture abrupte du contrat, il faut vraiment peser le pour et le contre et voir s'il n'y a pas des solutions alternatives avec votre co-contractant, vu la situation actuelle dans les affaires. C'est comme je disais tout à l'heure, le mariage, il y a des hauts et des bas, et il vaut mieux en discuter tant qu'on peut. Alors, dans le secteur des assurances, il y a des dispositions un peu et des situations un peu spécifiques. Je ne suis pas une spécialiste des assurances et je vous prierai de m'excuser, mais vu qu'on essaye de respecter le confinement et la distanciation sociale, on s'est dit qu'on n'allait pas venir à trois, et donc c'est mes collègues de notre département droit des assurances qui ont préparé cette présentation. Manifestement, là, les compagnies d'assurance vont être excessivement sollicitées, et d'ailleurs, quand je vois le travail de nos collègues, ils sont vraiment mis à rude épreuve actuellement.
actuellement, avec toutes les questions qui sont soumises, et le secteur en général également. Et donc là se posent toutes sortes de discussions, de questions, et donc je vais passer un peu en revue les différentes situations, mais de nouveau, c'est d'abord regarder la police, qu'est-ce qu'elle prévoit ma police, et en fonction de ce que prévoit ma police, et en général, là, vous êtes sûr qu'il y aura un contrat, mais peut-être que toutes les situations ne seront pas envisagées. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux assurances perte d'exploitation. Donc, fatalement, les entreprises voient leur activité qui sont réduites, mais généralement, dans ces assurances, c'est une perte d'exploitation suite à la perte d'un bien assuré ou un dommage physique à l'entreprise. C'est typiquement l'incendie, les inondations qui empêchent l'accès à l'entreprise et qui finalement empêche son activité. Et là, le fait que une épidémie généralement qui n'entraîne pas un dommage matériel, à part éventuellement, mais enfin c'est assez alambiqué de penser à une telle solution que le matériel qui aurait eu quelqu'un qui soit contaminé, qui soit plus accessible, c'est désaffectable. Donc là, je ne crois pas qu'on pourrait vraiment invoquer la situation. Par contre, il faut voir si il n'y a pas dans la police une extension qui est prévue sur les interdictions d'accès aux bâtiments qui sont éventuellement ordonnés par mesure d'ordre public. Mais ici, de nouveau, en principe, l'accès, c'est pas les situations, en tout cas, généralement envisagées par les compagnies d'assurance dans leur police. Donc, c'est vraiment à regarder à la loupe. Annulation de voyage, évidemment, on en a beaucoup parlé. Et il faut rappeler de nouveau que il est important que ce soit une raison qui soit étrangère à la personne pour pouvoir invoquer la situation. Et généralement, ben oui, les assurances annulation, c'est parce que vous êtes malade, vous avez un problème. Donc là, dans ces hypothèses-là, c'est effectivement envisageable d'y recourir, mais dans certains cas, ça ne va pas jouer manifestement, et de nouveau regarder les conditions d'imprévisibilité et d'imprévisibilité, puisque si vous partez ou si vous êtes parti une semaine alors que vous voyez déjà le coronavirus qui était très actif en Italie, c'est un peu compliqué après de dire que c'était pas de notre faute et qu'on n'était pas au courant. La responsabilité assurance, l'assurance responsabilité professionnelle, est-ce qu'elle va jouer et entrer en ligne de compte? À mon avis, les cas seront assez limites, puisque finalement, ces assurances jouent il faudrait vraiment démontrer, par exemple, dans le cadre d'un hôtel, puisque les hôtels peuvent toujours ouvrir, il faudrait vraiment montrer une faute qui ferait que la responsabilité de l'hôtel pourrait être mise en cause. Une responsabilité des administrateurs suite aux nouvelles dispositions en matière du droit des sociétés est très peu probable en la matière. Donc c'est juste la société éventuellement qui pourrait être envisagée comme faisant appel à une telle assurance, mais pas nécessairement, à mon avis, c'est des cas extrêmes. Donc, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de raisons d'exister. Et par contre, ce qui est très important de se rappeler, c'est que est-ce qu'on peut poursuivre, nonobstant les mesures de confinement, des activités, certainement, mais dans le cadre de l'arrêté royal sur lequel va revenir ma collègue,
Mais il importe aussi de se rappeler que généralement, nul n'est censé ignorer la loi et que les compagnies d'assurance ont certainement rappelé dans leur police qu'elles ne couvrent que les personnes qui agissent de manière diligente et prudente et que n'interviennent pas en cas de manquement grave et notamment en cas d'infraction légale et aux mesures de prudence et de sécurité de tout homme diligent. Donc voilà un peu un aperçu des questions. Nous allons maintenant aborder avec Estelle les questions pour l'impact sur le personnel et les relations de travail. Et puis, je reviendrai avec elle en ce qui concerne les questions et réponses éventuellement que vous nous aurez posées durant cet exposé. Merci, à tout à l'heure. Merci Annick. Je vous souhaite également la bienvenue à notre webinaire sur l'impact du coronavirus sur vos relations contractuelles. Nous allons maintenant analyser ensemble l'impact qu'a cette crise sur votre personnel, sur les relations de travail. Je vais y revenir un peu après, comme l'avait déjà dit Annick, sur l'arrêté ministériel et les dispositions qui ont été prises, donc quelle entreprise doit fermer, quelle entreprise peut rester ouverte et à quelles conditions. Mais pour les entreprises qui peuvent rester ouvertes et qui vont accueillir sur le lieu de travail des travailleurs, il y a certaines questions qui vont se poser forcément de nature médicale. Par exemple, si vous avez encore des travailleurs qui se présentent sur le lieu de travail, est-ce que vous pouvez préventivement leur demander si ils sont capables ou non de travailler? Est-ce que vous pouvez demander un certificat médical avant que la personne se présente sur son lieu de travail? La question est non, car en droit belge, l'employeur peut seulement vérifier une incapacité sur la base d'un certificat médical, mais ne peut pas vérifier la capacité d'un travailleur et lui demander de produire un certificat médical. Ensuite, une autre question qui va fatalement se poser, c'est est-ce que éventuellement, avant que les travailleurs viennent travailler, est-ce qu'on peut les soumettre à un examen médical? Est-ce qu'on peut prendre la température? Donc, les cas dans lesquels l'employeur peut soumettre ses travailleurs à des examens médicaux est strictement réglementé dans le code sur le bien-être au travail. Donc, en principe, vous ne pouvez pas obliger le travailleur à se soumettre à un examen médical. Mais bien entendu, vu les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, nous pensons que l'employeur peut quand même demander au travailleur, si nécessaire, en concertation avec le médecin du travail et en concertation avec votre service externe pour la prévention et la protection au travail, de voir dans quelle mesure l'un ou l'autre travailleur ne pourrait pas être soumis à un examen médical. Il y a également la possibilité que sur le lieu de travail, un travailleur tombe malade et commence à présenter des symptômes du coronavirus, la fièvre, de la toux. Que pouvez-vous faire dans ce cas-là? Nous pensons que dans le cadre de votre obligation générale en matière de bien-être, aussi vis-à-vis des autres travailleurs qui se trouveraient sur le lieu de travail, vous avez la possibilité de demander à cette personne de rentrer chez elle. Maintenant, il faut voir si cette personne a encore la capacité et les moyens de rentrer chez elle par ses propres moyens. Dans quel cas, vous pouvez l'inviter à quitter les lieux en prenant par exemple sa voiture. Vous devez déconseiller la prise de transport en commun car il y a un risque de contamination d'autres personnes. Si vous voyez que la personne est manifestement incapable de rentrer par ses propres moyens, vous pouvez voir en concertation avec le médecin du travail ou alors en concertation peut-être avec un membre de la famille de ce travailleur s'il n'est pas possible d'organiser un transport vers son domicile. Il y a également une autre question qui pourrait se poser parce que cette situation est quand même très angoissante pour beaucoup de travailleurs et certainement certains travailleurs, même s'ils ont encore le droit de se présenter sur le lieu de travail, n'ont pas forcément envie de venir travailler et d'être potentiellement exposés à une contamination. Est-ce qu'un travailleur peut leur refuser de se présenter sur son lieu de travail? Ça n'est pas possible. Donc, tant que cette personne n'est pas malade et n'est pas couverte par un certificat médical, le travailleur, s'il est tenu de se présenter sur son lieu de travail, ne peut pas simplement refuser de se présenter. S'il le fait, ça pourrait être considéré comme une absence injustifiée dans son chef et pourra être sanctionné par l'employeur. Alors, comme disait Annick, venons-en maintenant à la nouvelle réglementation. Donc, face à cette crise et à la situation sanitaire actuelle que nous connaissons, le gouvernement a décidé d'adopter certaines mesures qui sont reprises dans un arrêté ministériel du 18 mars 2020, qui a entre-temps été remplacé par un arrêté royal du 23 mars 2020, qui en somme reprend les mêmes dispositions. La seule chose qui a changé, c'est que dans les entreprises considérées comme essentielles ou relevant de secteurs cruciaux, on a décidé d'élargir le champ en fait, et d'inclure d'autres secteurs et d'autres entreprises dans ce champ des entreprises fournissant des services
cruciaux, relevant de secteurs cruciaux. Et donc, que nous dit cet arrêté ministériel? En fait, il classe, on va pouvoir dire, les entreprises en à peu près 3 catégories. Vous avez des entreprises qui devront d'office et obligatoirement fermer. Il s'agit en fait, en somme, des commerces et de la plupart des restaurants. Certains commerces peuvent rester ouverts. Il s'agit en fait des commerces de première nécessité, comme les supermarchés, les pharmacies, les pompes à essence. Puis, vous avez une deuxième catégorie, ce sont les entreprises qui fournissent des services non essentiels. Elles doivent obligatoirement organiser du télétravail à domicile pour les fonctions qui s'y prêtent. Pour les fonctions qui ne s'y prêtent pas, elles peuvent encore accueillir les travailleurs sur le lieu de travail, pour autant qu'elles mettent en place des mesures en matière de distanciation sociale, c'est-à-dire qu'elles doivent assurer qu'entre chaque travailleur, il y a au moins une distance d'1,5 mètre. Ça vaut également pour les transports qui sont organisés par l'employeur. Donc, si l'employeur organise des transports pour les travailleurs, il faut que ces mêmes mesures de distanciation s'appliquent également là. Et alors, si les entreprises en question ne peuvent ni organiser du télétravail, ni garantir les mesures en matière de distanciation sociale sur le lieu de travail, elles devront fermer. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie, ce sont les entreprises qui fournissent des services essentiels, qui relèvent de secteurs cruciaux. Ces entreprises-là doivent, dans la mesure du possible, organiser du télétravail, mais seulement si c'est possible, et doivent également, dans la mesure du possible, veiller aux règles, aux règles en matière de distanciation sociale. Et donc, comme je le disais, l'arrêté royal du 23 mars a un peu étendu le champ d'application, donc a en fait étendu cette définition de quels sont les secteurs cruciaux, quelles sont les entreprises considérées comme fournissant des services essentiels, pour y inclure maintenant, par exemple, la commission paritaire 227, qui est la commission paritaire du secteur de l'audiovisuel. Une autre question qui est bien entendu très importante dans le cadre de la crise que nous connaissons actuellement, c'est sommes-nous encore en mesure, les entreprises sont-elles encore en mesure de fournir suffisamment de travail à leurs travailleurs? Est-ce qu'il y a éventuellement une baisse des commandes, ce sera très certainement le cas, une baisse de la production, une baisse du chiffre d'affaires. Et donc là, une solution pour faire face à ce manque de travail temporaire, c'est de mettre ces travailleurs en chômage temporaire. Alors dans le cadre de la crise du coronavirus, il y a différents types de chômage temporaire. On connaît également le chômage temporaire pour intempéries. Ça ne s'applique bien entendu pas ici. Et donc il y a deux types de chômage temporaire qui pourraient potentiellement s'appliquer à la crise que nous connaissons actuellement. C'est le chômage temporaire pour force majeure et le chômage temporaire pour cause économique, pour raison économique. Alors ici, le gouvernement a décidé de simplifier la procédure en raison de la crise du coronavirus que nous connaissons actuellement en étendant la notion de force majeure. Parce que la force majeure, comme l'a très bien dit Annick, normalement c'est un événement soudain, imprévisible, temporaire, qui est indépendant de la volonté de l'employeur. Et le gouvernement a décidé que tout chômage temporaire lié au coronavirus sera considéré comme un chômage temporaire pour cause de force majeure. C'est-à-dire que, et ça pour la période pendant laquelle les mesures sanitaires vont être mises en place. C'est-à-dire à partir du 13 mars 2020, où on a déjà eu la fermeture de certaines entreprises, et ce jusqu'au 5 avril 2020. Mais nous savons déjà maintenant, je le crains, que les mesures vont être prolongées et que la date du 5 avril va tomber et que probablement on sera reparti pour quelques semaines supplémentaires pendant lesquelles vous pourrez demander alors le chômage pour cause de force majeure. Alors, comme je le disais, il y a une notion très étendue, donc finalement, le chômage temporaire pour des raisons économiques n'a plus vraiment d'intérêt parce que les entreprises qui connaissent actuellement des difficultés, les connaissent quasiment toutes en raison du coronavirus. Si vous le souhaitez, vous pouvez néanmoins encore poursuivre la procédure de chômage temporaire pour raisons économiques si vous considérez que les difficultés auxquelles vous faites face actuellement ne sont pas liées au coronavirus. Sachez toutefois, et on reviendra sur la procédure plus en détail par la suite, que pour mettre en chômage temporaire pour des raisons économiques les employés, vous devez remplir certaines conditions préalables. C'est-à-dire que vous devez avoir une diminution de 10% de votre chiffre d'affaires, de vos commandes, de la production. Vous devez avoir, ou alors vous aviez mis 10% au moins de vos ouvriers en chômage temporaire pour raisons économiques, ou alors vous aviez été reconnu par le ministre de l'Emploi comme entreprise en difficulté. Sachez que concernant cette troisième possibilité, le SPF Emploi ayant été submergé par des demandes
de reconnaissance comme entreprise en difficulté ne les traite plus à l'heure actuelle. Ça veut dire que si vous considérez que le chômage temporaire que vous voulez mettre en place dans votre entreprise ne ressort pas ou ne relève pas du coronavirus et que vous voulez vous diriger vers le régime de chômage temporaire pour raisons économiques, sachez que vous ne pouvez plus à l'heure actuelle demander ce chômage économique sur la base d'une reconnaissance comme entreprise en difficulté par le ministre de l'Emploi. Par ailleurs, en ce qui concerne le chômage temporaire pour cause de force majeure, le gouvernement a également décidé d'assouplir les conditions, c'est-à-dire que si vous voulez bénéficier de ce chômage, vous devez simplement, par le biais, soit de vous-même, soit par le biais de votre secrétariat social, remplir une déclaration de risque social scénario 5, dans laquelle vous indiquez simplement chômage temporaire, pour force majeure, motif coronavirus. Dans l'assouplissement des règles, vous ne devez plus faire de communication de la cause de la force majeure à l'ONEM et vous ne devez plus non plus délivrer aux travailleurs mensuellement, en tout cas pour les mois de mars 2020 à juin 2020, une carte de contrôle, le formulaire C3-2A. Ensuite, il est également prévu pour les employeurs qui auraient déjà introduit une procédure de chômage temporaire pour raison économique, ont la possibilité, mais non, ce n'est pas une obligation, mais ont la possibilité de passer d'un système à l'autre en indiquant simplement dans cette déclaration de risques sociaux scénario 5, au lieu de cocher ou d'indiquer chômage temporaire pour raison économique, vous pouvez passer à chômage temporaire pour force majeure lié au coronavirus. Et je renvoie également à un FAQ fait par l'ONEM avec toute une série de questions sur quelles situations peuvent être qualifiées de force majeure ou non et qui est très informatif. Donc, en ce qui concerne le chômage temporaire pour cause de force majeure, il y a toute une série de situations dans lesquelles vous pouvez vous poser bien évidemment la question, est-ce que maintenant je suis ou non dans le cadre d'une force majeure, d'un cas de force majeure qui pourrait potentiellement justifier le chômage temporaire. Et donc là, vous verrez qu'il y a différentes situations. Imaginons qu'il y a une mesure de quarantaine concernant l'employé. Donc, les autorités publiques auraient mis en quarantaine un de vos employés. L'ONEM indique clairement que cet employé peut être mis en chômage temporaire pour cause de force majeure. Si cette personne présente déjà des symptômes du coronavirus, est malade et est couverte par un certificat médical, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas la mettre en chômage temporaire parce qu'elle est déjà couverte par le salaire garanti que vous allez lui payer pendant le premier mois. Imaginons qu'un employé soit renvoyé chez lui par le médecin du travail en raison d'une infection suspectée. Là également, cet employé qui aurait été renvoyé par le médecin du travail, vous pouvez le mettre en chômage temporaire pour cause de force majeure, à moins bien sûr qu'il soit malade et qu'il soit couvert par un certificat médical, parce qu'alors il sera couvert par le certificat médical, aura droit au salaire garanti à votre charge et ne pourra pas être couvert par le régime de chômage temporaire. Alors, qu'en est-il en cas d'attestation du médecin généraliste ? Bon, si la personne est malade et comme je le disais, elle est couverte par le certificat médical, elle est couverte par le salaire garanti et n'a donc pas droit au chômage temporaire. Par contre, si cette personne n'est pas malade, mais qu'un membre de sa famille est contaminé, est atteint du coronavirus, dans ce cas-là, vous pouvez mettre cette personne en chômage temporaire. Alors, qu'en est-il si, comme employeur, bien qu'aucun employé ne soit malade, vous vous dites ça devient trop dangereux, je ne veux pas qu'il y ait un risque de contamination, préventivement, je renvoie tout le monde à la maison. Dans ce cas-là, on va considérer que ce n'est pas un cas de force majeure parce que c'est de votre propre chef que vous avez décidé de renvoyer tout le monde à la maison et donc vous ne pourrez pas invoquer pour ces travailleurs-là le chômage temporaire pour cause de force majeure, à moins que ce soit une décision du médecin du travail qui, suite à la contamination d'une personne au sein de l'entreprise, a décidé préventivement de renvoyer toutes les personnes qui étaient en contact avec la personne contaminée. Dans ce cas-là, on pourra considérer que c'est effectivement un cas de force majeure. Si l'employeur, et ça s'applique plutôt dans les petites entreprises, plutôt de type familial, si maintenant l'employeur, personne physique, est atteint du coronavirus, doit fermer pour cette raison l'entreprise, il pourra mettre ses employés en chômage temporaire. Une autre question qui est souvent posée aussi actuellement, c'est est-ce que si un employé n'a pas de solution de garde pour ses enfants et doit rester à la maison pour garder ses enfants, pouvez-vous mettre ou non cet employé en chômage temporaire pour cause de force majeure? Et là, l'ONEM a clairement indiqué qu'en principe, ça ne relève pas de la force majeure et donc cet employé-là ne peut pas, parce qu'il n'a pas de solution de garde pour ses enfants, être mis en chômage temporaire pour cause de force majeure.
Venons-en maintenant au chômage temporaire pour raison économique. Comme je le disais, à l'heure actuelle, ce régime-là a peut-être moins d'importance parce que la plupart des employeurs vont bien entendu faire appel au chômage temporaire pour cause de force majeure parce que le système est simplifié et qu'il ne faut pas suivre de procédure et que de toute façon, toutes les situations de manque de travail ou de diminution du chiffre sont probablement pour la plupart liées au coronavirus, mais le NEM indique clairement qu'il n'est pas interdit de poursuivre ou de demander en fait le régime de chômage temporaire pour raison économique. Et là, on doit faire une distinction en fait entre les ouvriers et les employés parce que deux procédures distinctes vont s'appliquer. Alors, en ce qui concerne les ouvriers, il faut qu'il y ait un manque de travail et il faut que ce manque de travail soit dû à des causes économiques, mais qui ne relèvent pas d'une mauvaise gestion de l'entreprise. Donc en fait, l'employeur ne peut pas, parce qu'il a mal géré son entreprise et qu'il y a maintenant un manque de travail, mettre ses ouvriers en chômage temporaire pour raison économique. Il faut également que ce manque de travail ait un caractère temporaire et il doit être indépendant de la volonté de l'employeur. Et donc là, vous verrez dans le tableau qu'il y a différents régimes, en fait, différentes natures de suspension. Et donc, vous pouvez soit demander une suspension totale, dans quel cas les ouvriers ne travailleront pas du tout, aucun jour, aucune heure ne sera travaillée. La durée maximale, vous pouvez mettre ça en place, est de 4 semaines. Et au bout de ces 4 semaines, vous devez obligatoirement remettre les travailleurs, les ouvriers, au travail pendant une semaine. Vous avez deux régimes de travail à temps réduit, une grande suspension et une petite suspension. La grande suspension, c'est lorsque vous avez moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur 2. Dans quel cas, vous pouvez mettre ça en place pendant maximum 3 mois, les 3 mois étant suivis par une semaine de travail obligatoire. Et puis, vous avez la petite suspension. Les travailleurs travaillent au moins 3 jours par semaine ou au moins une semaine sur 2, dans quel cas, vous pouvez mettre en place ce régime pendant 12 mois. En ce qui concerne la procédure, vous devez notifier en fait aux travailleurs au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur du chômage temporaire qu'il y aura un chômage temporaire et les raisons pour lesquelles il y a ce chômage temporaire pour raisons économiques et quels ouvriers sont concernés. Vous devez faire une communication prévisionnelle à l'ENEM. Vous devez également informer le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale. Et pour le chômage temporaire pour raison économique, avant de pouvoir mettre en place ce régime, il faut que toutes les heures supplémentaires et le repos compensatoire obligatoire au sein de l'entreprise aient été épuisées. Ensuite, vous avez également une procédure donc, pour les employés, pour le chômage temporaire pour raison économique, puisque je vous disais, les procédures sont différentes en fonction que vous avez des ouvriers ou des employés. En ce qui concerne les employés, vous devez remplir une condition préalable, c'est-à-dire que, comme je le disais, avoir une diminution du chiffre d'affaires de moins 10% ou de la production ou des commandes, vous devez avoir au moins 10% d'ouvriers de l'entreprise en chômage temporaire et cette possibilité maintenant est temporairement suspendue, mais vous pouviez également avoir une reconnaissance comme entreprise en difficulté par le ministre de l'Emploi. Alors, en ce qui concerne la procédure, avant de pouvoir, donc si vous remplissez une des conditions, et que vous pouvez prétendre en fait au chômage temporaire pour raison économique pour vos employés, vous devez suivre une procédure en entreprise et donc vous ne pouviez introduire pour les employés du chômage temporaire pour raison économique que s'il y avait une CCT sectorielle, une CCT d'entreprise qui le prévoyait ou un plan d'entreprise. Et donc pour simplifier l'accès à ce régime pour les employés, les partenaires sociaux ont conclu au sein du Conseil national du travail une CCT supplétive qui va en fait s'appliquer à tous les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur dans lequel une CCT relative au chômage temporaire pour raison économique pour leurs employés a été conclue. Et cette CCT numéro 147 sur laquelle vous pouvez vous baser en fait pour introduire le chômage pour raison économique pour vos employés est valable jusqu'au 30 juin de cette année. Et donc, on ne sait pas encore actuellement pendant combien de temps les mesures sanitaires imposées par le gouvernement vont durer. Imaginons que ça se terminerait fin avril et qu'après le 1er mai ou le 2 mai, on puisse reprendre les activités de manière normale. Il est fort probable que pendant les premières semaines ou les premiers mois, vous soyez encore confrontés à des problèmes, à du manque de travail, à une baisse du chiffre d'affaires, que sais-je. Et donc, éventuellement, après la période où on peut appliquer le régime de chômage pour cause de force majeure, vous pourriez éventuellement, si vous remplissez les conditions,
passer à un régime de chômage pour raison économique. Et donc là, ça peut être encore sa raison d'être à l'heure actuelle, même si on vous conseille, et tant que les mesures sanitaires sont en place, de privilégier le chômage temporaire pour force majeure, puisque ce système est un système simplifié. Une grande question qui va se poser aussi, c'est par rapport aux revenus des travailleurs. Donc, à quoi est-ce que ces travailleurs ont droit dans le cadre du chômage temporaire? Ils ont droit à une allocation de chômage temporaire. Et en fait, les conditions maintenant ont été assouplies pour l'accès à ces allocations de chômage. Donc, maintenant, il faut une période de stage, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé un certain nombre de jours avant d'avoir droit à des allocations de chômage. Cette période de stage est supprimée pour l'instant. Et donc, un travailleur qui est mis en chômage temporaire a droit à 70% à titre d'allocation de chômage d'un salaire plafonné. Donc, il a droit à 70% de 2754,76 € brut. Je renvoie au montant repris sur mon slide. Ce montant la demande devra être formulée auprès d'une organisation syndicale ou de la CAPAC. Et veuillez noter que pour les employés et les ouvriers qui sont, les travailleurs qui sont mis en chômage temporaire pour cause de force majeure, le NEM va également payer un supplément de 5,63 € par jour par travailleur. Si vous avez opté pour le régime de chômage temporaire pour cause économique, il y a un supplément légal qui est dû aux travailleurs. En ce qui concerne les ouvriers, c'est un montant de minimum 2 € ou alors un autre montant prévu au niveau sectoriel. Et les employés, c'est minimum 5 €. Ce montant est à charge, ou ces montants sont à charge de l'employeur, à moins qu'une d'autres dispositions prévoient que ce montant est à charge du fonds sectoriel. Vous pouvez aussi vous poser la question comme employeur, mais 70% d'un salaire plafonné, c'est pas grand-chose. Certains de mes travailleurs avaient l'habitude de percevoir un salaire beaucoup plus élevé. Et j'aimerais bien faire un geste par rapport à ces travailleurs et leur payer un complément. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous pouvez payer un complément additionnel aux allocations de chômage. Ce montant ne sera pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, sera exonéré pour autant que le montant que vous payez additionné aux allocations de chômage ne dépasse pas le salaire net que le travailleur aurait normalement perçu s'il avait travaillé. Alors, si vous décidez de ne pas avoir recours au chômage temporaire et que vous pouvez encore faire travailler vos travailleurs, vous pouvez également peut-être éventuellement décider d'organiser le travail différemment. Et comment organiser ce travail différemment? C'est par exemple en invitant les travailleurs à prendre leurs vacances individuelles maintenant. Mais bien entendu, vous devez avoir l'accord des travailleurs. Et il est peu probable que, vu les circonstances actuelles où on ne peut pas voyager, on ne peut pas vraiment sortir, les travailleurs seront vraiment d'accord de prendre leurs vacances individuelles annuelles. Mais c'est une possibilité. Éventuellement, vous pourriez déplacer les jours de vacances collectives. Si ça n'a pas été fixé au niveau de la commission paritaire, mais que ça a été fixé au niveau de l'entreprise, vous pouvez, dans le cadre d'un dialogue social avec les organes ou avec les travailleurs, décider de déplacer la date. Mais là aussi, il est fort probable que les travailleurs ne soient pas d'accord. Vous pourriez introduire une petite flexibilité, donc un autre régime de travail qui vous permet de travailler en deçà des horaires de travail. Vous pouvez essayer de rattraper le repos compensatoire ou récupérer des heures supplémentaires. Et alors, ce qui est également possible, c'est éventuellement affecter les employés à d'autres tâches temporairement. Certains contrats de travail contiennent déjà une clause de flexibilité qui vous permet, dans certaines circonstances, certaines situations, de temporairement amender, modifier les tâches de l'employé. Donc, vous pouvez vérifier le contrat de travail si vous êtes dans ce cas-là pour voir s'il n'y a pas une clause que vous pourriez utiliser. Sinon, la solution la plus sûre, on va dire, c'est de s'accorder avec le travailleur via une annexe au contrat de travail sur la modification temporaire de la fonction, pour quelle période, quelles tâches vont devoir être effectuées, et ce pour éviter qu'après il invoque une modification unilatérale de sa fonction. Alors, on avait abordé, quand je vous ai parlé en fait, du slide sur les nouvelles dispositions, donc sur l'arrêté ministériel. L'arrêté ministériel prévoit un télétravail à domicile obligatoire pour toutes les entreprises non essentielles pour les fonctions qui s'y prêtent. Et donc, ce télétravail-là est en fait imposé sur la base de cet arrêté ministériel. Ce n'est pas du télétravail structurel, parce que ce n'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, et ce n'est pas non plus du télétravail occasionnel,
parce que le télétravail occasionnel est en fait réalisé à la demande du travailleur. C'est typiquement lorsqu'il y a une grève des trains, par exemple, où le travailleur a un rendez-vous médical et il demande alors pour le reste de la journée de pouvoir travailler à la maison. Donc c'est quelque chose de totalement occasionnel. Et donc le télétravail à domicile que nous connaissons actuellement sort un peu de ce cadre légal. Et donc ce que nous vous conseillons de faire, en fait, c'est de formaliser pour tous les travailleurs qui télétravaillent actuellement à domicile. Si vous n'avez pas déjà une politique sur le télétravail, c'est de formaliser un peu les conditions dans lesquelles ce télétravail va se réaliser, éventuellement par une annexe au contrat de travail, dans laquelle vous préciserez s'il y a du matériel qui doit être fourni, si éventuellement vous allez intervenir dans les frais de télétravail, à quel moment l'employé doit être disponible et si le même horaire va s'appliquer pour le télétravail à domicile. Alors, en ce qui concerne ce télétravail à domicile, tant l'ONSS que le fisc acceptent en fait que vous remboursiez un montant de 126,94 € par mois de frais nets pour le télétravail à domicile. Alors, une autre question aussi qui va se poser, mais c'est en fait le cas des employés qui ont des enfants, qui doivent s'en occuper parce qu'ils ne peuvent pas les mettre à l'école parce que les cours sont suspendus ou parce que les écoles n'accueillent en fait des enfants que de personnes qui ont une fonction essentielle ou qui relèvent de secteurs cruciaux. Donc, qu'est-ce que peut faire l'employé? Donc, l'employé pourrait éventuellement, on va dire ça comme ça, remettre un certificat médical pour pouvoir rester à la maison et s'occuper de ses enfants. Si vous avez un doute, par exemple, sur la véracité d'une incapacité de travail, vous pouvez demander à un médecin contrôle d'aller vérifier cette incapacité. Dans beaucoup de cas, la question ne se posera peut-être pas parce que le télétravail, en tout cas pour les entreprises non essentielles, est devenu obligatoire et donc de toute façon, l'employé est à la maison et peut donc assurer la garde de ses enfants. Une autre possibilité, ce serait d'inviter le travailleur à prendre 10 jours de congé pour raison impérieuse, mais il ne s'agit que de 10 jours. Si on est maintenant dans une situation de lockdown de 6 semaines, forcément ces 10 jours vont être vite épuisés. Et en plus, ce sont 10 jours qui ne sont pas rémunérés. L'employé pourrait éventuellement prendre des vacances ou récupérer des heures supplémentaires ou prendre un congé sans solde. Mais là, forcément, votre accord en tant qu'employeur est requis. Et introduire une solution de congé parental ou créditant serait éventuellement également une solution pour ces employés qui doivent s'occuper de leurs enfants. Alors, le gouvernement a également prévu certaines mesures de soutien aux employeurs. Vous verrez qu'il y a plusieurs liens très intéressants où ces différentes mesures de soutien sont reprises. Pour n'en citer que quelques-unes, on a par exemple la possibilité de conclure un plan de paiement amiable avec l'ONSS pour étaler le paiement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale. Il y a également un report de paiement des sommes dues à l'ONSS automatique jusqu'au 15 décembre pour certaines entreprises, comme par exemple les entreprises qui ont dû obligatoirement fermer, comme celle du secteur HoReCa. Et pour les autres entreprises, un report est possible, mais seulement après déclaration préalable sur l'honneur. Et comme je le disais également, les employeurs ont la possibilité de payer un complément à l'allocation de l'ONEM pour chômage temporaire, pour raison économique ou pour cause de force majeure, qui ne sera pas soumis à des cotisations de sécurité sociale. Donc ça, ce sont différentes mesures qui ont été adoptées pour soulager quelque peu les entreprises. Et alors, venons-en maintenant au dernier slide. Certains d'entre vous auront certainement ou étaient certainement en train de préparer ou étaient en plein dans cette procédure électorale des élections sociales. Et forcément, la crise que nous connaissons actuellement a également un impact sur les élections sociales, puisque les partenaires sociaux, et ça a été maintenant confirmé dans un avis du Conseil national du travail, ont décidé de suspendre la procédure électorale, et ce parce que, compte tenu de l'impact du coronavirus sur les entreprises, il n'y avait pas assez de travailleurs dans les entreprises pour mener à bien cette procédure électorale. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé? C'est que tous les actes électoraux jusqu'à X plus 35 doivent être poursuivis, X plus 35 étant la date à laquelle les listes des candidats sont présentées. Mais après X plus 35, toutes les autres actions sont suspendues. Donc, par exemple, le premier affichage obligatoire des listes de candidats par l'employeur, qui devait s'effectuer à X plus 40, est reporté. Normalement, la procédure électorale va reprendre après les vacances d'été.
on imagine au mois de septembre de cette année. Et les partenaires sociaux ont proposé comme nouvelle date pour les élections sociales du 16, en fait, la période du 16 au 29 novembre de cette année. Alors, il y a forcément également un impact sur la période occulte. Donc, la période occulte, c'est la période pendant laquelle vous ne savez pas qui sera candidat aux élections sociales, mais pendant cette période, la personne est déjà protégée contre licenciement et bénéficie de la protection prévue dans la loi du 19 mars 1991. Normalement, cette période occulte commence à courir à X-30, X étant le jour de la communication ou l'affichage par l'employeur de la date des élections sociales. Et cette période occulte court normalement jusqu'à X plus 35, c'est-à-dire entre le 17 et le 30 mars. Donc, vous connaissez actuellement normalement les candidats, donc vous savez qui est protégé, qui n'est pas protégé, mais il y a quand même encore quelques questions qui pourraient éventuellement se poser, puisque les organisations syndicales ont jusqu'à X plus 76, qui est actuellement suspendu et qui aura lieu en fin d'année, ont la possibilité en fait de retirer une candidature, de présenter un autre candidat, et donc potentiellement la période occulte est plus longue, donc il faut être prudent. Et la contestation de l'abus de candidature, donc maintenant vous connaissez normalement les candidats. Si vous voulez contester une candidature abusive, normalement ça se fait entre X plus 47 et X plus 52. Actuellement, tout ce qui se passe après X plus 35 est suspendu. Donc, il n'est pas possible pour l'instant de contester une candidature. Ce sera possible une fois que la procédure électorale reprendra. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. On aimerait également attirer votre attention sur le fait que sur le site de notre cabinet, sur le site internet, vous trouvez toute une série de questions-réponses, de newsletters qui vont répondre à beaucoup de vos questions, beaucoup de vos interrogations. Nous avons également une adresse email dédiée à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email. Nous y répondrons dans les meilleurs délais, surtout les questions auxquelles vous auriez l'impression que nous n'aurions pas répondu dans le cadre du présent séminaire. Et nous allons passer maintenant aux questions-réponses, donc aux questions qui nous ont été posées pendant le séminaire. Merci. Annick, je te donne la parole. Oui, je tenais la poll inbox et effectivement, on en a reçu encore quelques-unes. On a essayé déjà d'intégrer la majeure partie et la technique m'informe que nous avons encore, bien que le temps soit écoulé, 5-6 minutes pour aborder celle-ci. Donc, en ce qui concerne, il y a une question, excusez-moi, mais j'ai pas mes lunettes et donc je dois relire de plus proche. Donc, en fait, il y a une question qui a été posée, c'est de savoir, oui, si mon sous-contractant, sous-traitant tombe en faillite et est-ce que je peux considérer comme un fait libératoire cas de force majeure. Il faut voir les circonstances en fait. La faillite, effectivement, a priori, pourrait être un cas de force majeure conséquence directe du coronavirus, mais il faut voir parce que si au moment de la passation du contrat, cette personne était déjà en situation d'insolvabilité, ben là, vous pourrez difficilement prévoir et invoquer la prévisibilité de la situation. Donc, il va falloir regarder. Je ne peux pas vous donner une réponse purement satisfactive. Vous allez me dire que c'est une réponse d'avocat, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, typiquement. Mais bon, voilà, il faut vraiment regarder les faits concrets et le juge. S'il y a lieu de passer devant le juge à un moment donné, va regarder effectivement les faits concrets. Alors, une autre situation, une autre question qui nous a été posée, c'est de savoir si, par exemple, justement par rapport à la livraison de matériel, on a passé commande au mois de janvier et je dois livrer et la personne refuse et demande que je stocke à mes frais la marchandise. Mais là, de nouveau, on doit regarder qu'est-ce qu'il en est exactement, quels étaient normalement les délais de livraison prévus, à quel moment était prévue la vente, et donc s'il y a eu achat, consentement et la fixation du prix, la vente est pleine et entière, et donc l'acheteur doit accepter la livraison des produits. Et ce n'est, enfin, je veux dire, si là, c'est pas possible de réceptionner la marchandise
En principe, je veux dire, si vous avez l'espace, etc. Et certainement, l'autre partie ne doit pas nécessairement supporter les frais, puisqu'il y a moyen de... Donc, il faut voir aussi quelles sont les circonstances, mais en principe, comme ça, a priori, s'il n'y a pas de raison de fermeture autre qu'il y a toujours moyen d'ouvrir la porte et de stocker la marchandise dans le lieu où elle était destinée. Donc ça, il faut de nouveau voir quelles sont exactement les circonstances de fait. Une autre question, ça j'ai déjà répondu, ça dans le cadre du séminaire, donc le fait du PRAS, ben, comme on l'a déjà dit, l'arrêté ministériel que Estelle a expliqué, c'est un fait du prince, c'est sûr, mais il faut voir les dispositions effectivement qui sont prévues et la situation dans laquelle est-ce qu'on est dans un service non essentiel ou pas, est-ce qu'on a la possibilité de mettre en place ou pas des mesures de distanciation sociale, et donc en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, peut-être effectivement que ce sera une cause d'exonération de responsabilité, mais pas nécessairement en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Je crois que Estelle, il y avait encore une question pour toi. Oui, je pense qu'on nous a également posé la question sur les frais forfaitaires qu'on peut payer dans le cadre du télétravail à domicile, donc les 126,94 €, qui sont exemptés de cotisations de sécurité sociale et de précompte. Est-ce qu'il faut ou non proratiser ce montant si la personne ne travaille par exemple que 2 jours par semaine, fait du télétravail à domicile, et que pour les autres jours de la semaine, cette personne est en chômage temporaire. En lisant les instructions en fait, qu'on retrouve sur le site du ruling du fisc et les instructions administratives de l'ONSS, la question n'est pas tout à fait claire, mais nous pensons qu'on aurait quand même un argument juridique pour proratiser ce montant, puisque les jours où l'employé est en chômage temporaire pour cause de force majeure, le travail est suspendu, et donc en principe pour ces jours-là, il n'aurait pas droit à une indemnité pour télétravail à domicile, mais donc la question reste encore à trancher, et peut-être que le fisc et l'ONSS donneront encore des recommandations à ce sujet. Et je vois également qu'on a une question en matière de marché public. Là, je ne vais pas me prononcer parce que ce n'est pas ma spécialité. Je préfère la renvoyer à mes collègues de notre département droit immobilier qui ne manqueront pas d'y répondre. Évidemment, si nous sommes dans une situation d'absence de conflit d'intérêts, puisqu'évidemment, nous représentons également beaucoup de sociétés dans ce secteur. Je crois que voilà, on a fait le tour de la situation. N'hésitez pas à nous envoyer des questions ponctuelles. Si vous êtes inscrit dans le cadre de ces séminaires, nous y répondrons gratuitement. Évidemment, si ça entraîne des recherches et des développements plus particuliers, nous vous prévenons. Mais normalement, en principe, des questions et des réponses ponctuelles sont tout à fait envisageables. Et on vous souhaite une bonne après-midi. On espère qu'on a pu un peu débroussailler le terrain et que sur base des informations que vous avez récoltées aujourd'hui ou que vous allez retrouver sur nos pages de notre site internet, vous aurez la vie un peu plus facile, et on vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.